Et il ajoute la croyance adogmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai la foi dans la Trinité, j'adhère donc au dogme trinitaire, eh bien pour entrer en franc-maçonnerie, il faut que je confesse que oui, Dieu existe, mais je ne suis pas sûr de la Trinité, puisque je suis adogmatique. Donc ça peut être un naturalisme, ça peut être n'importe quoi, une force. Donc ce jour-là, si je dis que Dieu est simplement une force, il n'est plus la Trinité, il n'est plus le Père Tout-Puissant qui a créé le monde, l'univers, il n'a pas un Fils qui est lui-même Dieu, qui s'est fait homme, etc. Bon, je vais passer sur malheureusement la chaîne d'union par manque de temps. On va passer à la négation du baptême. C'est important, parce que si vous avez des amis qui veulent rentrer en franc-maçonnerie, vous pouvez leur dire, je ne m'en suis pas aperçu sur le coup, que dès lors qu'ils ont l'initiation, ils ont rejeté la lumière du Christ. Implicitement. On ne leur a pas dit rejeter le Christ. La franc-maçonnerie est beaucoup plus maligne, au sens biblique. Que dit le prêtre? Alors je parle sous le contrôle des prêtres qui sont ici présents, je vais peut-être paraphraser la liturgie, mais à un moment donné, lorsque l'enfant est baptisé, ou même l'adulte, recevez la lumière du Christ. Que cet enfant illuminé par le Christ avance en enfant de la lumière. Par contre, la franc-maçonnerie, alors même si le rituel n'est pas exactement le même dans différentes obédiences ou dans différents rites, mais en fait, il signifie la même chose. Question, pourquoi ce profane demande-t-il à être reçu franc-maçon? Le profane est en attente, là, il a le bandeau sous les yeux, etc., c'est le rituel. Mais, réponse, parce qu'il est libre et de bonnes mœurs, tant mieux pour lui, qu'il est dans les ténèbres et cherche la lumière. Donc ça veut dire que ce jour-là, lorsque j'aspire à la lumière maçonnique, je dis implicitement que la lumière qui m'a été donnée par l'Esprit Saint, par l'infusion de l'Esprit Saint lors du baptême, n'a pas grande importance. Et je préfère la lumière de la connaissance, et je reviens à Lucifer, par le fruit de l'arbre défendu, que la lumière que me donne le Christ dans l'obéissance à Dieu. Voilà. Allez, passons maintenant à l'aspect politique. On va regarder rapidement. Alors il y a une citation que j'aime beaucoup, parce que je n'ai pas je suis pas un fanatique de Charles de Gaulle, je ne fais pas de politique. La politique m'intéresse peu, parce que j'ai travaillé 35 ans pour les politiques, donc de tous bords. Donc aujourd'hui, je mets ma foi en Dieu. Voilà ce que disait Charles de Gaulle: la franc-maçonnerie n'est pas assez influente pour qu'on s'en préoccupe, mais elle l'est trop pour qu'on la néglige. Donc c'est important ça. On n'est pas élu contre la franc-maçonnerie. Je ne dis pas qu'il faut être franc-maçon pour être élu, mais si on s'oppose à la franc-maçonnerie, elle a une capacité de nuisance. Elle ne fait pas les élections, mais elle peut les bouleverser. Alors, il y a quand même une chose, il y a un repère historique que j'ai quand même noté. Grande Loge de France, 1738, naissance de la franc-maçonnerie en France. 1762, 122 loges. Grand Orient de France, 1773, franc-maçonnerie qui naît donc avec une obédience très politisée. 1789, Révolution française. Alors, moi je ne suis pas historien, mais j'ai un ami historien qui démontre, preuve historique à l'appui, que la franc-maçonnerie s'est déployée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et partout où elle s'est déployée, il y a eu des révolutions, avec une destruction de la monarchie et de l'Église, avec des persécutions de l'Église. C'est systématique. Sont membres des loges tous les hommes que nous retrouverons 2 ou 3 ans plus tard dans des clubs, émeutes, comités, journaux, Condorcet, pour les plus connus, Chamfort, Lafayette, Danton, voilà, il y en a tant et plus. Et bien entendu, Robespierre et Saint-Just. Et il y a une remarque que j'ai trouvée intéressante également chez un auteur. Alors, je n'ai pas particulièrement apprécié le ton de son livre, mais il dit un certain nombre de vérités. Il a été franc-maçon pendant une dizaine d'années, et il a étudié un peu le thème. C'est un homme qui est brillant. La majorité des frères visibles des premiers grades étaient alors recrutés chez les idiots utiles de la noblesse, bien loin de se douter de la nature dramatique de leur rôle de faire valoir. Alors, c'est un peu le cas pour certains diacres ou certains prêtres qui se seraient égarés en franc-maçonnerie. Il y en a, mais ils sont très très minoritaires, comme Pascal Vézin. Bien, ce sont des faire-valoir. Pascal Vézin, aujourd'hui, il fait la tournée des loges pour expliquer qu'il a été prêtre et que donc c'est l'Église qui ne veut pas. Voilà. Mais ce n'est pas une question de doctrine pour lui, c'est parce que l'Église n'a rien compris. On me l'a dit 50 fois que l'Église n'a rien compris, d'ailleurs. Je vais finir par le croire. Ben, je préfère ne rien avoir compris et être dans la parole du Christ qui dit: mais je te remercie, Père, d'avoir montré tout cela aux pauvres d'esprit et l'avoir caché aux sages. Mais je n'ai pas envie d'être sage. Voilà, si ça se prie là, ça ne m'intéresse pas.
Et la franc-maçonnerie elle-même le reconnaît, hein, cette influence dans la Révolution. Je cite le Grand Orient. Hein. La création du Grand Orient en 1773 marque le retour au levier de commande de la maçonnerie française, de la noblesse libérale, de la bourgeoisie éclairée. Celles-ci joueront naturellement un rôle de premier plan dans les événements de 1789. Je ne fais pas dans le complotisme, hein, je ne fais pas non plus de l'histoire, je dis simplement les choses. Alors, la politique et le rituel en franc-maçonnerie sont extrêmement liés. À preuve, extrait du rituel du 30e degré, le candidat à l'admission du 30e degré s'entendra dire qu'il atteint le nec plus ultra de l'initiation. Le secret n'existe pas, du moins sur l'organisation de la société. Hein. Je ne l'invente pas, c'est dans le rituel. En ce sens, le secret, c'est l'action telle qu'elle est conçue, d'après le rituel des Kadosh. Qu'est-ce que c'est que cette conception de l'action? Il faut savoir que lorsqu'on devient chevalier Kadosh, eh bien, on s'adonne à un rituel au cours duquel on a 3 crânes qui portent l'un une couronne, l'autre une couronne de laurier, l'autre une tiare papale. Et le candidat qui va devenir 30e degré, donc chevalier Kadosh, il a un poignard, c'est son objet symbolique qui lui appartient après, et il fait semblant de poignarder les crânes. Enfin, les deux, celui du milieu, non, parce que celui-là, c'est celui de la victoire de Jacques de Molay. Mais le roi, il est mort, le pape, il est mort. Et il crie « Vengeance, Seigneur ». Seigneur, il utilise le terme Adonai, mais ce n'est pas le Dieu que nous connaissons. Adonai, c'est Lucifer. Et je poursuis. Le grade de Kadosh est un grade d'enseignement moral, mais c'est aussi un grade de caractère politique. C'est clair, de portée initiative considérable. Les deux sont liés. On ne peut pas dissocier la politique. Et c'est simple. L'Église a une doctrine sociale. Cette doctrine sociale, elle s'appuie sur les évangiles. Eh bien, la franc-maçonnerie a une doctrine politique qui s'appuie sur sa doctrine ésotérique. C'est très simple. Par exemple, la théorie du gender, qui est appuyée par la franc-maçonnerie, considère que l'être parfait, et on m'en avait parlé bien avant qu'on évoque ces sujets en société. Hein. On m'en avait parlé, c'est mon parrain d'ailleurs. Il m'a dit, mais l'être parfait, il est androgyne. Voilà. Donc on croit à ça. Tant mieux qu'il le croit, hein. Mais moi je n'y crois pas. Alors, on va passer... Voilà, on a une fraternelle parlementaire, parce que la franc-maçonnerie, parfois, se regroupe, hein, des éléments de la franc-maçonnerie se regroupent en fraternelles. Les fraternelles sont des organisations qui sont informelles, non déclarées, pour 90% d'entre elles, et elles rassemblent la plupart des obédiences. C'est-à-dire que des frères de la GLNF et du Grand Orient qui, en théorie, se font la guerre, hein, eh bien, ils vont s'embrasser et ils vont œuvrer dans le sens de la franc-maçonnerie auprès des gouvernements. Voilà ce que dit Maurice Caillé, qui a été membre d'une fraternelle. Moi, j'ai toujours refusé, ça ne m'a jamais intéressé. Lui, il a été, il dit dans un de ses livres, des fonctionnaires, il décrit l'ambiance, hein, des fonctionnaires de toutes sortes d'administrations, des préfets, des directeurs de cabinet de ministres, échanger des renseignements des services, des promotions de fonctionnaires. Un ancien maître franc-maçon, qui a démissionné au bout de 10 ans, hein, il nous met en garde contre les fraternelles. La quasi-totalité des scandales et autres turpitudes maçonniques viennent directement de ces calamités honteuses que sont les fraternelles. Alors certains dignitaires, dans certains sites, vont s'en prendre aux fraternelles en utilisant des termes parfois extrêmement durs vis-à-vis des fraternelles. Mais en fait, ils laissent faire. Alors il y a un discours, mais derrière il ne se passe rien. Ça me fait penser à quelqu'un, mais bon. Il se sera reconnu. Voilà, derrière il n'y a rien. L'objectif des fraternelles, c'est de tisser des réseaux de francs-maçons. Des réseaux politiques ou d'affaires. Hein. Et là, on parle de fraternelles parlementaires. Alors, je crois que... voilà, on a... En fait, ce sont des chiffres que je tiens de source, hein, moi je ne les ai pas inventés. Il y a environ 400 membres de la fraternelle parlementaire. 80% sont des élus. Cette fraternelle concerne les sénateurs et les députés. Prédominance de la gauche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Sénat étant à droite, eh bien, il y a une large majorité de membres de la fraternelle parlementaire à l'Assemblée nationale. Or, on sait, quand on est élu, hein, que les lois, lorsqu'elles s'élaborent, elles sont discutées au Parlement, du moins à l'Assemblée nationale, envoyées au Sénat, mais c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Donc c'est là où se font les choses. Si on fait la multiplication toute simple, on a 320 parlementaires qui appartiennent à l'Assemblée et au Sénat, et qui sont francs-maçons. Mais il faut rajouter,
donc ça fait 35% quand même, on verra après. Il faut ajouter à cela les francs-maçons qui sont également parlementaires, mais pas membres. Donc c'est difficile à évaluer. On peut dire, sans trop se tromper, qu'il y en a au moins 5%. Et je ne tiens pas compte non plus des élus des collectivités territoriales, régions, départements, communautés d'agglomération, qui sont francs-maçons. Et il y en a beaucoup. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Les deux assemblées, c'est 900 à peu près, hein, ça a été remanié, mais bon, disons qu'on va rester sur 900. Ça veut dire que 35% des députés et sénateurs sont francs-maçons. On peut estimer que comme le Sénat est plutôt à droite, il y a beaucoup plus de francs-maçons à l'Assemblée, donc on peut imaginer qu'il y a au moins 25 ou 30%. Mais ça veut dire quand même 35%, c'est énorme. On va passer à l'image suivante. Non, alors pardonnez-moi, non, on y verra, on verra après. Donc, voilà ce que dit un des présidents de la Fraternelle. Si j'arrive à jouer mon rôle, des parlementaires de droite et de gauche voteront ensemble sur des sujets de société. Je trouve cette phrase scandaleuse. Parce que je pense, je vous disais tout à l'heure, je ne fais pas de politique, mais j'ai quand même des idées. Hein, j'ai voté, j'ai travaillé pour des gens de toute obédience politique. Il y en a eu de bons, il y en a eu de moins bons, peu importe. Il y a des élus qui sont très compétents, qui sont très honnêtes. Ils ne sont pas tous pourris, Dieu merci. Mais quand même, il faut faire une différence entre la droite et la gauche. Moi, je respecte un élu qui est à gauche et qui maintient ses positions, comme je respecte un élu qui est à droite et qui maintient ses positions. Le mélange des genres, le en même temps, ça me gêne. Voilà, je vous dis, les absents ont toujours tort, il ne me répondra pas. Mais bon, moi, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas être à droite et à gauche, hein, comme je ne peux pas être franc-maçon et catholique. Alors bien sûr, après, il y a des consensus, mais on va trouver un moyen terme, on va essayer de s'arranger, pourquoi pas. Mais il faut quand même être d'un côté ou de l'autre. Hein. Sinon qu'est-ce qui se passe? Les électeurs sont perdus et ne votent plus ni à droite ni à gauche. Voilà. C'est ça le danger. Mais pour autant, il faut bien qu'on ait une vraie droite et une vraie gauche. Donc ça veut dire quand même, ce que dit cette phrase, c'est que lorsque l'homme va se confronter à des questions ontologiques, des questions qui ont trait à des interrogations existentielles, qui vont se traduire dans la loi, eh bien les députés de droite et de gauche, finalement, du moment où ils sont francs-maçons, 35% c'est un poids. Hein, parce que ces 35%, il y a des combines d'appareils également ensuite. Hein. Tu m'as demandé une subvention, je vais voir le frère untel, moi je suis franc-maçon, allez, vote un peu pour la théorie du genre, c'est pas grave. Puis le gars en question, il s'en fiche de la théorie du genre, il dit tiens, moi, mes électeurs, là c'est bien si je refais un gymnase. Ça peut se passer comme ça, malheureusement. J'espère que parfois non, mais ça peut. En tout cas, c'est dangereux. Moi j'aimerais bien savoir qui est vraiment franc-maçon ou pas. Ça ne me gênerait pas que quelqu'un dise je suis parlementaire et franc-maçon. Un autre député qui dit « L'influence des francs-maçons peut aller jusqu'à la fourniture des bases d'un amendement parlementaire. » C'est quand même dangereux. C'est-à-dire que quelle est la légitimité de la franc-maçonnerie à provoquer un amendement? Et vous allez voir qu'elle n'a aucune légitimité. Christian Bataille, député PS, qui maintenant est La République En Marche. Alors, il est remplacé maintenant comme président de la Fraternelle par Christophe Frassa, républicain, les Républicains. Comme la majorité est devenue très juste, c'est Christian Bataille qui dit ça, hein, on pourrait imaginer, sur certains sujets, une intervention directe auprès des parlementaires de la franc-maçonnerie. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? Si un député chrétien disait ça, mais il serait cloué. Bon, il mourrait dans la sainteté peut-être, mais il serait cloué, le gars. C'est pas possible. Alors, tout à l'heure, on a vu que c'est quand même quelque chose qui ressemble à une religion. Où est la séparation de l'État et de la religion? Cette démarche, il rajoute, elle n'est pas condamnable. Il ne voit pas le mal. Est-ce que nous sommes enclins à accepter les visions ésotériques de la franc-maçonnerie? J'imagine que non. La question, c'est est-ce que nous sommes encore en démocratie? Bien, il y a 150 000 francs-maçons. Alors moi, j'ai fait un petit calcul avec des chiffres qui viennent, je crois, de l'INSEE d'ailleurs. Si on compte ceux qui sont inscrits et qui votent, et ceux qui sont en âge de voter mais qui ne sont pas inscrits, ou du moins qui sont inscrits mais qui ne votent pas, c'est-à-dire les Français en capacité juridique de voter, on a 51 600 000 personnes. Ça, c'est la nation capable de voter. Eh bien, quand on fait le calcul, avec les chiffres que je vous ai donnés, eh bien, les francs-maçons sont 0,3% des électeurs. Ils ont 0,3%, mais ils sont 35%. Là, on va passer aux autres... Je crois qu'il y a des camemberts plus loin. Voilà.
Voilà le poids de la franc-maçonnerie vis-à-vis des électeurs. Et on va passer à la suivante, vous allez voir le poids aux assemblées. Et je ne trouve pas ça normal, personnellement. Alors, je trouverais ça normal si les députés et sénateurs disaient « Je suis franc-maçon, je défends les idées de la franc-maçonnerie, votez pour moi ». Si on se retrouve avec ça, je dis « Très bien, bon, pourquoi pas ?» Mais ce n'est pas le cas. Donc, on a aujourd'hui 0,3% qui impose à travers, et on l'a vu, des lois où les gens de droite et de gauche vont voter de la même manière, à 99,7% des électeurs. C'est un danger pour la démocratie, et en même temps, c'est une escroquerie. C'est une escroquerie démocratique. On nous fait croire qu'on est en démocratie, mais c'est faux. Si on appliquait le ratio de 0,3% au nombre d'élus, eh bien on devrait avoir 3 francs-maçons qui seraient députés ou sénateurs. On en a 320. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est franc-maçon, on a 120 fois plus de chances d'être député ou sénateur. Alors, avis s'il y a des élus, je ne sais pas, s'il y a des élus dans la salle, si vous voulez rester dans la foi, restez catholique, si vous voulez ne plus avoir la foi, entrer en franc-maçonnerie, vous serez député ou sénateur, du moins avec 120 fois plus de chances. J'ai personnellement une personne que je connais, hein, j'allais dire un ami, c'est pas le cas, il a été à une époque, plus maintenant, puisque maintenant il me tourne le dos, hein, je suis parti de la franc-maçonnerie, il était avec moi dans les hauts grades. Bon, il a fait un chemin, il est député, au départ il était étiquette socialiste, maintenant il est député de La République En Marche. Et très bien, voilà pour lui. Hein. Voilà. J'ai deux citations que je ne vous ai pas données, mais Fred Zeller, grand maître du Grand Orient, et Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge de France, disaient, je paraphrase la citation, hein, les francs-maçons qui sont également élus parlementaires portent au sein du Parlement les idéaux de la franc-maçonnerie que nous élaborons dans les loges. Je ne l'invente pas, j'ai les sources. Hein. Alors, on va passer maintenant, donc deux questions, hein. Démocratie, point d'interrogation, séparation de l'Église et de l'État, séparation également. Hein. Pardon, point d'interrogation également. Alors, quelques élus, mais voilà, le plus connu d'entre eux. Hein. Alors, voilà, qu'est-ce qu'il le dit? Moi, je ne l'ai pas croisé en loge, hein. Il est trop jeune pour ça, ou moi trop vieux. Il y a un certain Joël Magal, dit grand maître du Grand Orient démocratique, qui est une scission du Grand Orient d'Italie. Il est membre d'une super loge qui s'appelle Thomas Paine. Il est président du mouvement Roosevelt, donc c'est quand même un dignitaire de la franc-maçonnerie en Italie. Dans une interview à une radio italienne qui s'appelait Colors Radio, je cite, « Macron en personne se vante de son appartenance maçonnique dans la super loge Fraternité Verte, où l'a amené Hollande. » Franc-maçon également. Et il est membre apparemment, Emmanuel Macron, d'une super loge Atlantis Aletheia. Deuxième source, Serge Moati, qui est quand même un journaliste sérieux, qui est peut-être toujours d'ailleurs franc-maçon à la GLNF, révèle également l'appartenance maçonnique de Emmanuel Macron. Je cite, « La plupart des frères ont soutenu l'élection d'Emmanuel Macron. » C'est dans le Figaro, hein, donc c'est quand même un quotidien sérieux. D'ailleurs, au long de la campagne présidentielle, en toute discrétion, d'éminents frères ont mis à disposition du futur chef de l'État leur réseau et leur carnet d'adresses établis dans les loges. Là, c'est dans Valeurs Actuelles. Donc c'est quand même des journalistes assez sérieux qui disent ce genre de choses. J'imagine qu'ils ont des sources et ce sont des sources fiables. Lors des présidentielles de 2017, un certain Jean-Laurent Turbet, ex-socialiste, membre de la Grande Loge de France, a créé la fraternelle Camille Desmoulins, tout un programme, réunissant des francs-maçons de toutes obédiences, y compris de la GLNF, hein, favorables à Emmanuel Macron. Et il dit, je vous le cite, « Nous regroupons des frères de toutes loges du Grand Orient à la GLNF. Moi-même, je suis à la Grande Loge de France. » Donc, bon, je ne suis pas un complotiste. Enfin, ça veut dire qu'il y a quand même du travail en sous-œuvre. Hein. Est-ce que c'est vraiment l'expression du vote? Je n'ai pas l'impression. On a un certain Éric Algrin du Grand Orient de France qui a créé une fraternelle qui s'appelle Cause Commune à Paris avec une quarantaine d'élus. Objectif, apporter un soutien à Anne Hidalgo.
Je ne sais pas si elle est franc-maçonne ou pas, elle pourrait l'être à la GLF, ou alors GLFF, pardon, ou droit humain. Enfin, c'est un lobby quand même, mais c'est un lobby secret, c'est ça qui est gênant. La franc-maçonnerie est revenue en force en France, dans le milieu politique, en particulier lors de l'élection de François Hollande. Je cite, « Depuis l'élection de François Hollande, les frères sont de retour et peuvent compter sur des relais haut placés au Sénat et à l'Assemblée, ainsi qu'à Matignon. » D'ailleurs, François Hollande lui-même a été rendre hommage au Grand Orient de France, le 27 février 2017, en notant, par exemple, les bienfaits de la Révolution française grâce à la franc-maçonnerie, a insisté sur le rôle fondamental de la franc-maçonnerie sur l'élaboration des lois, notamment au XIXe siècle. Bon, s'il avait fait pareil au Vatican, enfin, je me souviens de Sarkozy quand il était au Vatican, qu'est-ce qu'il a pris, le pauvre, hein. Bon, je vous mets tout de suite à l'aise, je ne fais pas partie des Républicains, mais je trouve anormal la différence de réaction. Hein. Dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, on a 3 ministres régaliens sur 4, c'est pas rien quand même, hein, les fonctions régaliennes de l'État. Et on a donc Manuel Valls, Christiane Taubira. Alors Christiane Taubira, elle porte un grand secret à son appartenance. Je l'ai rencontrée en Guyane, j'ai vécu en Guyane et j'étais franc-maçon à l'époque. Je ne l'ai pas croisée en loge, hein, mais des frères et des sœurs guyanais m'ont dit qu'elle était franc-maçonne. Du reste, il faut savoir que je crois que c'était à l'occasion de la campagne présidentielle de Ségolène Royal contre Nicolas Sarkozy. Eh bien, Christiane Taubira est venue faire la tournée des popotes, des loges du Grand Orient de la région de l'Aude, et elle est venue à Narbonne. On m'avait invité d'ailleurs, moi j'ai refusé d'y aller parce que j'aime pas mélanger la politique, et j'estime qu'il y a une foi maçonnique, et je respecte les francs-maçons qui ont une foi maçonnique. Franchement, moi ça ne me dérange pas. Mais mélanger en plus avec des combines secrètes, la foi et la politique, ça me paraît un petit peu gênant. Eh bien, elle est venue. Alors, elle est très habile parce qu'elle fait ce qu'on appelle une tenue blanche fermée. C'est-à-dire que seuls sont admis les francs-maçons. Elle n'est pas en habit de franc-maçon, mais dans les discussions, certains frères et sœurs m'ont dit là aussi, oui, elle fait partie de la franc-maçonnerie. Donc, Christiane Taubira, elle l'est. Et il y a des journalistes qui ont enquêté qui le disent. Bon, Jean-Yves Le Drian, tout le monde le sait, son directeur de cabinet également, Victorin Lurel, Michel Sapin, Jérôme Cahuzac. Hein, on connaît tous, Alain Vidalis, Stéphane Le Foll, Frédéric Cuvillier, Benoît Hamon, Anne-Marie Escoffier, des ministres, et dans le gouvernement d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron. Alors là j'ai des sources, hein, c'est valeurs actuelles, je ne les ai pas croisées en loge parce que là maintenant je ne peux plus. On a Gérard Collomb, lui il s'en cache pas, Jean-Yves Le Drian, lui il rebondit, hein. Alors Françoise Nyssen, elle ne dit pas, mais elle dit « Je viens d'une famille où régnait l'inverse de la spiritualité, très anticatholique et franc-maçonne. » Donc une famille comme ça, il y a peu de chances pour qu'elle s'engage ensuite, je ne sais pas moi, chez les carmélites. Hein. Donc je ne crois pas. Mais on ne sait jamais. Non mais je rigole, mais l'Esprit Saint est capable de tout. On pourrait voir Marlène Schiappa, par exemple, demain chez les carmélites. D'ailleurs, tant mieux pour elle, ça lui ferait du bien. Et j'irai la voir d'ailleurs avec beaucoup de plaisir. Donc elle est également franc-maçonne. Alors elle ne le dit pas, mais un journaliste a surpris un tweet qu'une franc-maçonne lui adressait avec des langages maçonniques. Voilà, donc ça, je veux dire, c'est une preuve. Jacques Mézard, voilà. Et puis alors après, vous avez ce qu'on appelle les maçons sans tablier, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas francs-maçons, mais qui sont acquis à la cause maçonnique. L'ancien président du CSE, par exemple, Delevoye. Alors, il est peut-être franc-maçon d'ailleurs, mais en tout cas, il est très proche du droit humain. Et on a notre récent président de l'Assemblée nationale, qui est très doué pour passer entre les gouttes du juge pénal, Richard Ferrand. Apparemment, il y a eu un non-lieu, je crois, un classement sans suite. Il est probablement innocent, hein. Je ne sais pas, je ne connais pas l'affaire. J'ai quelques notions de droit, mais je ne m'exprimerai pas parce que je ne voudrais pas être poursuivi en diffamation. Dès lors que le parquet a dit non-lieu à poursuite, c'est qu'il n'y a pas d'infraction. Hein. Voilà. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Bon, il y en a un autre, il fallait qu'il fasse attention à sa femme. Lui, il y avait tout à voir. Hein. Voilà. Là, le parquet n'a pas fait dans la dentelle. Voilà, très rapidement, bon, sur ce qu'est la franc-maçonnerie, sa doctrine, les dangers qu'elle peut représenter. Moi je n'ai rien contre les gens qui pensent que la connaissance, au sens luciférien du terme, l'exaltation de l'autonomie, c'est le nec plus ultra. Je pense ceux qui veulent. Mais je dis que ce n'est pas compatible avec notre foi.
Et puis après, il y a l'aspect politique, effectivement, qui me pose quand même une question. Et je crois que ça serait... Et même quand j'étais franc-maçon, j'étais pour la levée du secret. Ce secret, il n'a pas de raison d'être. Hein, sauf des histoires un peu troubles. Ce sont des prétextes. Et ça permet surtout pas mal de combines. Et en tout cas, ça alimente les fantasmes. Moi, si demain, les 35% là, disaient « je suis franc-maçon », voilà, très bien. Très bien, monsieur le député, vous êtes franc-maçon. Qu'est-ce que vous pensez de la séparation de l'Église et de l'État, de la laïcité? Qu'est-ce que vous pensez du mariage pour tous? Voilà. Et là, il va me répondre en tant que franc-maçon, et on est content. Je voterai ou pas pour lui après. Mais ce qui est dangereux, c'est les gens qui vous disent « je suis à droite » ou « je suis à gauche ». Puis après, qui vont voter en raison de leurs idéaux maçonniques. Ça, c'est dangereux. Hein? Voilà, écoutez, j'ai à peu près tenu le temps, à 10 minutes près. Je voulais prendre 1 heure, mais j'ai fait 1h10. Je ne peux pas tout dire parce que c'est un sujet qui mériterait peut-être 1 semaine de débat et encore on n'en aurait pas fini. Merci pour votre attention.